Bonjour, bienvenue sur la chaîne Web TV du syndicat CGT du Conseil régional. Deuxième émission différée avec un peu de montage. On le fait aujourd'hui donc à l'extérieur en espérant que l'image est de bonne qualité. Et tout de suite pour démarrer cette émission, donc premier sujet, nous vous avions promis de vous passer donc l'action qui a été faite par le syndicat CGT de la ville de Paris, qui est le syndicat des agents de la filière du traitement des déchets, du nettoiement des eaux, des égouts et de l'assainissement. D'ailleurs, un nom compliqué à prononcer parce ça concerne énormément d'agents. Donc, je le répète, le syndicat FTDN2EA, la filière du traitement des déchets, du nettoiement des eaux et des égouts et de l'assainissement. Voilà une action qu'ils ont menée donc le 27 mai. Voilà, écoutez un extrait tout de suite. Action Alain Cazal. Une délégation du syndicat CGT-FTDN2EA est réunie ce jour, 27 mai 2020, au siège de la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, au 103 avenue de France, 75 013 Paris. Cette délégation, en lutte restreinte pour respecter les distanciations sociales imposées par la crise sanitaire du Covid-19, est pour honorer l'ensemble des salariés qui font face à cette crise et plus particulièrement les personnels de la DPE qui ont démontré encore une fois leur présence essentielle sur le terrain et leur attachement au service public malgré la menace et le manque de moyens en tout genre. Nous voulons par cette action rendre hommage aux égoutiers, aux éboueurs, aux conducteurs, aux TSO, aux agents de maîtrise, aux administratifs, aux cadres, à toutes celles et à tous ceux qui ont contracté ce virus et qui pour certains en sont décédés. Nous pensons plus particulièrement aux 2 éboueurs décédés de cette maladie, aux agents d'autres directions de la ville de Paris décédés de ce même virus, de notre camarade Roch Topan, CGT-ESPC, et à notre camarade Alain Cazal, ancien secrétaire général de l'ULCGT du 15e, tous 2 décédés après un long combat contre le Covid-19 et à bien d'autres encore. À leurs familles, à leurs proches, nous présentons nos sincères condoléances et nous déclarons ni oubli ni pardon. Notre organisation syndicale poursuit le combat pour plus de protection des travailleurs, pour de meilleures conditions de travail, pour une véritable reconnaissance de nos métiers, pour des services publics de qualité. Malgré les attaques incessantes contre notre syndicat CGT-FTDN2EA, contre son premier responsable, nous affirmons que nous ne plierons pas aux quelques injonctions données par quelques hauts fonctionnaires ou élus méprisants et peu courageux qui voudraient nous mettre au pas afin que cesse notre lutte pour la défense des droits des travailleurs. Avant même le début du confinement, notre syndicat, et tout au long du confinement, et pendant cette nouvelle période de déconfinement, n'a de cesse d'interpeller l'administration, la maire de Paris, nos élus de tutelle, les élus parisiens, les députés, les sénateurs, par différents courriers, une quinzaine, par des tracts, communiqués de presse, préavis de grève, droit d'alerte au STPP, au STEA, enquête CHSCT. Nos délégués CGT, FTDN, 2EA, sur le terrain, ont imposé des règles pour préserver la santé des travailleurs, protéger leurs droits. Nous voulons ici les remercier. Ces différentes interventions étaient nécessaires, le sont encore,
car la ville de Paris aurait limité au strict minimum la protection des personnels avec la mise en danger d'un maximum d'agents et aurait attaqué les droits à congé, les salaires, etc., etc. Ces actions ont aussi permis de réunir les CHSCT et d'imposer les prérogatives de ses membres et enfin la réunion d'un comité technique DPE le 29 mai 2020. Car nous affirmons aujourd'hui encore que le sacro-saint dialogue social, dont les mérites sont vantés par l'administration parisienne, n'est que de la poudre aux yeux, un moyen de communication pour endormir ceux qui veulent croire encore que tout arrive d'en haut. Il a fallu tout imposer. Lavage de l'habillement, EPI supplémentaire, passage à l'eau potable pour le nettoiement des rues, nouvelles études sur l'infectiosité du virus, pour garantir au mieux la protection des agents sur le terrain. Il a fallu intervenir pour le respect des prérogatives de la MIST, le respect des personnels dits à risque, pour imposer leur autorisation spéciale d'absence, le respect des règles en matière de congé. C'est une bataille de tous les jours, car la ville de Paris se fait la championne du mépris des organisations syndicales, des élus et mandatés du personnel, des instances, de leurs avis. Et elle voudrait nous donner des leçons en nous traînant devant les tribunaux, en prétextant que nous nuisons gravement à la qualité du dialogue social. Des leçons de droit quand cette même administration ne respecte pas un droit constitutionnel essentiel pour les travailleurs, l'obligation qui est faite d'ouvrir des négociations lors de dépôt de préavis de grève. Sur ce sujet, le syndicat CGT-FTD-N2EA a déposé un préavis de grève le 5 mai 2020 à partir du 11 mai 2020 pour tout le mois de mai. À ce jour, aucune négociation ouverte. Vive le dialogue social. Mais soyez-en sûrs, le syndrome du larbin ne nous a pas atteints. Hier soir, nous avons de nouveau déposé un préavis de grève pour tout le mois de juin 2020. Nos revendications sont claires. Application stricte des propositions de la MIST présentées au CHSCT central du 4 mai 2020. La protection de l'ensemble des personnels de la DPE par des EPI individuels de haute performance. La mise en place de mesures de protection collective dans les locaux et véhicules. La poursuite des négociations sur les reclassements indiciaires et déroulement de carrière arrêtées le 25 octobre 2019. L'ouverture de négociations sur la remunicipalisation de l'ensemble des missions confiées aux entreprises privées. L'ouverture de négociations sur les effectifs. L'ouverture de négociations sur la modernisation du service public de la DPE, locaux, lavage des vêtements, etc., etc. Et la réintégration de nos deux camarades Christian Garnier et Jean-Jacques Picot, licenciés par l'administration parisienne pour avoir participé le 25 mai 2018 à une action syndicale CGT collective contre la politique gouvernementale de casse des services publics. Plutôt que de leçons et de menaces, Madame la maire de Paris, ayez le courage d'ouvrir de réelles négociations sur l'ensemble de ces revendications. Nous vous y attendons. Vous serez peut-être encore une fois outrés par notre mode d'action de ce jour. Pourtant, nous vous avions prévenu. Nous avons alerté par courrier votre adjointe chargée des personnels. Nous avons alerté vos adjoints chargés de la propreté et de l'assainissement lors du dernier CHSCT DPE. Nos alertes sont restées sans réponse. Vous nous forcez à passer à la vitesse supérieure. Il y a 77 ans, le 27 mai 1943, des femmes, des hommes se sont rassemblés pour donner naissance au Conseil national de la résistance, avec un programme politique intitulé « Les jours heureux ». Nous profitons de cette action, en ce jour anniversaire, pour leur rendre hommage et continuons dans la lutte à faire progresser les droits des travailleurs dans un monde ancré. Deuxième sujet dans le cadre de cette émission, la table ronde qui a eu lieu, donc organisée par la Confédération CGT sur le monde d'après ou le jour d'après. En tout cas, une analyse de la situation, des perspectives en matière de gestion des services publics, de la santé, de la sécurité sociale, etc. Une table ronde très intéressante que vous retrouvez, je crois, que sur le site Facebook de la CGT. Donc là, on a essayé de vous faire une petite rétrospective, il y a à peu près pour 1 heure. Donc là, quelques extraits, et on vous met en même temps sous la vidéo le lien qui va bien si vous voulez aller retrouver le débat en entier.
bonjour à toutes et à tous. Dans le débat public, il est beaucoup question du monde d'après la pandémie. La CGT, pour sa part, publie un document qui contient de nombreuses propositions concrètes que nous n'évoquerons pas toutes, bien sûr, mais qui trace des perspectives dont il sera question dans cet échange. Autour de cette table virtuelle, il y a Véronique Martin, membre du bureau confédéral de la CGT, Manu Blanco, Marie-Claire Caïto, Baptiste Talbot et Marie Buisson, tous quatre membres de la commission exécutive confédérale. Ma première question s'adresse à Véronique Martin, qui a piloté le groupe de travail chargé d'élaborer ce livret qui est intitulé « Le progrès social et environnemental est possible et urgent ». Alors, pourquoi un tel document ? Comment a-t-il été construit et quel est l'objectif poursuivi ? Alors, oui, effectivement, la crise sanitaire mondiale que nous subissons depuis plusieurs mois déjà met en évidence les inégalités sociales et sanitaires et on constate que ce sont les populations les plus précaires, les plus pauvres qui subissent de plein fouet les conséquences. Et selon l'ONG Oxfam, 500 millions de personnes supplémentaires dans le monde vont basculer dans la pauvreté si les choses restent en l'état. Et donc, nous, au niveau de la CGT, on estime qu'il y a urgence à opérer des ruptures avec les politiques actuelles et qu'il nous faut construire un autre modèle de société. Ça passe bien évidemment par des transformations économiques, sociales et environnementales radicales qui doivent se faire au niveau français, mais aussi au niveau européen et mondial. Et pour nous, il est hors de question que ce soit les salariés et la population qui payent la facture d'une crise dont ils sont en rien responsables. Bien avant la crise sanitaire, la CGT a formulé des propositions fortes en matière de santé et de protection sociale. Ces propositions sont-elles susceptibles de rencontrer un écho plus favorable aujourd'hui ? Et c'est une question que je pose à Manu Blanco. Il est clair que la CGT porte des propositions et des revendications en matière de protection sociale et de sécurité sociale depuis de longues années et que celles-ci n'ont pas toujours été entendues, ne le sont pas d'ailleurs, mais que la crise qu'on a vécue avec cette pandémie a bien évidemment mis en exergue dans un premier temps l'utilité et l'intérêt qu'a notre système de protection sociale additionné à son outil qu'est la sécurité sociale. On l'a tous vécu par médias interposés, mais aussi directement au travers de nos syndicats. Les réformes successives des 20 dernières années en matière de protection sociale ont mis à mal notre système. Ont mis à mal notre système et notamment, comme on a pu le voir pendant la crise, l'offre de soins. On l'a vu, les hôpitaux débordés, plus en capacité de répondre, en sous-effectif, de même par rapport aux EHPAD, et on peut y additionner aussi les difficultés qu'ont pu vivre et que vivent encore les aides à domicile. Donc aujourd'hui, il y a une absolue nécessité à se mettre en rupture avec les politiques qui ont été menées depuis une vingtaine d'années et à revenir à une gestion de la protection sociale avec son outil sécurité sociale qui soit sorti de toute contrainte financière, comme c'est le cas aujourd'hui, et notamment à travers les ARS, où les ARS ont pu faire la preuve de leur incapacité à faire, puisque pendant la crise, et merci à tous les professionnels de santé qui ont repris la main sur l'organisation de l'hôpital, sur l'organisation des EHPAD, et qui ont permis qu'on puisse faire face et prendre en charge les patients comme il se devait. Donc, cette crise sanitaire a mis en évidence des failles, c'est le moins qu'on puisse dire, voire une absence de politique industrielle véritable. Et pour éclairer les enjeux posés en la matière et les questions qui y sont liées de la relocalisation et ou des nationalisations, je passe la parole à Marie-Claire Caïto.
Effectivement, hein, la crise a mis en évidence l'état de notre désindustrialisation et notre dépendance très forte à des productions, y compris des productions vitales comme les médicaments, qui sont faits au bout de la planète. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, c'est-à-dire que la CGT, ça fait des années qu'on a cette campagne de réindustrialisation du pays, parce que le pays s'est désindustrialisé de manière très inquiétante, et ce n'est pas une fatalité, puisque par exemple l'Allemagne, notre voisin, a une industrie qui est 2 fois plus forte dans son système économique que la France. Et donc on voit bien que c'est aussi pour ça d'ailleurs que l'Allemagne a mieux résisté à cette crise sanitaire, c'est-à-dire que nous, on n'a même plus un socle minimum productif capable de répondre aux besoins ou de réorienter la production en cas d'urgence. Je pense par exemple, bien sûr, aux masques, aux respirateurs ou aux surblouses. Voilà. Donc, on a un tissu industriel qui s'est érodé parce qu'en France, il est construit principalement autour de grands groupes. Hein, toutes les PME, PMI dépendent de grands groupes. On n'a pas beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire capables justement de résister à des tels phénomènes, et que les grands groupes, ils ont été délocalisés leur production dans des endroits où ils pouvaient très mal payer les travailleurs, et puis indépendamment aux enjeux environnementaux, parce que quand on produit très loin et qu'on rapatrie ça dans des camions ou dans des bateaux, eh bien, ça fait des dégâts environnementaux. Alors, j'allais dire, il faut se saisir de cette période comme une opportunité, même si le mot peut être mal choisi, mais c'est le moment de se poser les bonnes questions, justement, pour que, c'est ce que dit la CGT, que le jour d'après, il ne soit pas comme le jour d'avant, ou même pire que le jour d'avant, quoi. Donc, c'est le moment de se reposer les bonnes questions pour envisager des mesures à court, moyen et long terme pour réindustrialiser notre pays. Et ça nécessite qu'on ait un État stratège, un État qui développe une véritable vision industrielle pour avoir une politique industrielle qui est capable, sur les 10, 20, 30 ou 40 ans à venir, de prévoir ce dont on aura besoin en termes de production et donc de services publics concrets sur les territoires. Alors, à court terme, qu'est-ce que ça veut dire? À court terme, ça veut dire qu'il faut commencer par arrêter toutes les délocalisations, les PSE et les restructurations qui étaient déjà dans les cartons avant le Covid et qui peuvent être accentuées dans la période. Alors, on voit qu'il y a des aides qui vont être données aux entreprises. Alors, bien entendu, il est nécessaire d'aider les filières industrielles, les entreprises, en particulier les plus petites, qui sont fragilisées dans la période pour ne pas éroder encore plus notre tissu industriel. Mais ces aides, qui sont d'ailleurs très conséquentes, elles doivent être conditionnées. Il n'est pas possible que ce soit un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit conditionné à des retombées en termes d'emploi. Et en particulier pour les grandes entreprises et les grands groupes, il faut des conditions sociales, environnementales, de non-versement des dividendes, de baisse des rémunérations des dirigeants, et puis de relations plus équilibrées entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Il faut absolument que cette question soit examinée de manière très importante. Et donc, réfléchir aux relocalisations des chaînes de production en France et en Europe, bien entendu, parce que la question, ce n'est pas d'être en autarcie ou de fermer les frontières, et de réfléchir aussi aux coopérations au niveau mondial pour voir comment on produit au plus près des besoins. Donc, cette pandémie a aussi confirmé le besoin pour les populations de services publics de qualité et de proximité. C'est vrai dans le domaine de la santé, bien sûr, mais aussi de l'éducation notamment. Baptiste Talbot, quelles sont les réponses urgentes à apporter pour développer les services publics victimes depuis maintenant très longtemps des politiques d'austérité? Ce que dit la CGT, c'est qu'effectivement, il y a une démonstration éclatante à travers cette crise, c'est que quand il s'agit de satisfaire les besoins essentiels, on ne peut pas s'en remettre au marché et à l'initiative privée. Donc effectivement, les premières leçons à tirer de cette crise, c'est que, s'agissant donc de la satisfaction de ces besoins essentiels, ce sont bien les services publics, la fonction publique, qui ont, je crois, de manière extrêmement forte et bien souvent courageuse, sur répondre à la situation et faire en sorte que les besoins de la population soient assurés. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, on a une fonction publique et des services publics tout à fait modernes et capables de s'adapter, y compris à des situations de crise comme celle qu'on a vécue. Donc, on n'est pas du tout sur le schéma qu'essaient de nous des libéraux d'ensemble, qui serait totalement fossilisé, incapable de s'adapter aux besoins nouveaux, de se moderniser. Je pense qu'il y a vraiment une réactivité extrêmement forte des services publics et de leurs agents. Donc, évidemment, il y a eu une réponse
très forte à l'hôpital. Je crois qu'on peut vraiment dire que l'hôpital public a été vraiment au cœur de la crise, mais il y a aussi effectivement dans tous les autres domaines, l'éducation, la propreté, la sécurité, la fourniture d'eau, la fourniture d'énergie, à la fois les services de l'État et des collectivités et aussi les grands services publics en réseau qui, je pense encore une fois, de manière éclatante, ont su répondre présent. Cela étant dit, avant d'en venir aux propositions de la CGT, je crois qu'il faut aussi dire à quel prix ces services publics ont su répondre à la situation, parce qu'on a quand même des services publics et une fonction publique qui ont été effectivement durement attaqués ces dernières années. Et donc, c'est vraiment dans des conditions extrêmement difficiles, à la fois en termes de moyens, en termes d'effectifs, en termes même d'organisation du travail, que nos collègues ont dû faire face à la crise. Donc, il y a évidemment tout le scandale du manque des moyens de protection qui d'ailleurs continue aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui de nombreux services dans lesquels il n'y a pas les moyens de protection suffisants. Je crois que c'est aussi le moment de souligner que c'est aussi au prix de la santé, voire de la vie même d'un certain nombre de nos collègues que la crise a été gérée. Au moins 10 000 agents hospitaliers qui ont contracté le virus, un certain nombre sont décédés, et quand je dis au moins 10 000, c'est une première évaluation qu'a fait la CGT. A priori, il y en a beaucoup d'autres, et on sait qu'il y en a aussi dans d'autres secteurs. Et donc tout ça pour dire que c'est aussi beaucoup sur le sens du service public et le sens de l'intérêt général des agents que les services publics ont tenu. Et donc ça, je crois que c'est aussi un des acquis importants qu'il faut souligner. Disant ça, hélas, nous, ce qu'on constate, c'est que ce sens de l'intérêt général et du service public, il est déjà beaucoup moins partagé, pour ne pas dire pas du tout, quand on s'intéresse à ce que raconte aujourd'hui la technocratie et puis le gouvernement, puisque une des leçons qu'on peut aussi tirer de la période, c'est que manifestement, ces gens-là n'ont pas tout compris, et nous, on craint fort qu'ils continuent sur la même lancée. Une dernière question qui s'adresse à Marie Buisson. Les questions environnementales ont occupé une place importante dans les travaux du dernier congrès de Dijon. Et la crise sanitaire n'a-t-elle pas confirmé l'urgence sociale et environnementale qui fait l'objet d'une campagne lancée par la CGT à l'automne dernier? Évidemment, pendant la crise sanitaire et puis même dans la constitution de cette crise sanitaire, on a bien vu le croisement des enjeux entre des enjeux plus environnementaux, des enjeux sociaux, etc. Et on a vu, y compris dans l'ensemble du plan qui est proposé par la CGT et des mesures proposées, qu'il faut absolument croiser ces approches. On l'a vu là pendant la crise, par exemple, on a parlé de la santé, etc., mais aussi sur les questions alimentaires. Ça paraît évident que sur les questions alimentaires, à la fois, il y a la question de comment fournir à tout le monde une alimentation de qualité pour préserver sa santé, mais aussi une alimentation qu'on puisse trouver à proximité de son domicile et sur des tarifs qui soient encadrés et qui ne génèrent pas d'inégalité dans cet accès à un besoin absolument fondamental. Cette production essentielle, il faut évidemment la planifier. On ne peut pas la laisser entièrement livrée aux lois du marché qui font qu'en fonction de ses revenus, de son lieu d'habitation, on n'a pas le même accès à la nourriture et à une nourriture de qualité. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur la distribution, sur la production et également sur l'agriculture. L'idée, c'est qu'il faut que l'État ait un rôle planificateur. Et il faut produire à proximité des lieux de vie et en fonction des spécificités des territoires, équilibrer ces productions et ensuite travailler sur la distribution et sur la manière dont se fait cette distribution. Évidemment, encadrer les prix pour éviter des flambées des prix comme on risque de le voir dans les moments où on a à gérer une pénurie. Plus globalement, on l'a vu, cette crise, elle a, et tout le monde l'a dit, elle a renforcé les inégalités. Et c'est quelque chose qui a été très prégnant. On l'a vu sur beaucoup des besoins essentiels. En particulier, on l'a vu aussi sur le logement, la façon dont on est logé, dont notre logement est équipé, isolé, la surface habitable par personne. Tout ça sont des enjeux qui sont très importants. Et du coup, évidemment, cette crise, elle nous réinterroge sur ces questions d'inégalité, d'accès et surtout d'accès à des besoins essentiels que sont la nourriture, le logement, l'eau, l'énergie, etc. Du coup, on fait le lien entre ça et évidemment les revenus.
on a été porteur et on est porteur toujours de la demande de l'indemnisation du chômage partiel à 100%, parce que évidemment, l'indemnisation, elle était importante, l'accès au chômage partiel, mais on le voit bien, selon le niveau de salaire auquel on se trouve, ben, l'indemnisation à 84%, elle permet de vivre, ou elle ne permet plus tout à fait de vivre dans des conditions décentes. Troisième sujet, c'est l'intervention de Mireille Stivala, secrétaire générale de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale. Elle donne l'analyse de la CGT sur la mise en place du Ségur de la santé et de la forme de concertation du gouvernement. Mais elle parle aussi et elle évoque les revendications que porte la CGT en la matière. Vous noterez qu'en fin de cette vidéo, elle appelle à une journée d'action nationale le 7 juin 2020 et Mireille Stivala est très précise sur l'organisation de cette journée. Dès lundi prochain, le 25 mai, j'engagerai une concertation avec les acteurs du système de santé pour qu'ils puissent partager leur expérience, partager leur vision du système de santé, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut revoir, ce qu'il faut simplifier, ce qu'il faut mieux valoriser. Alors malgré les annonces de ce gouvernement, notamment sur une forme de mea culpa, notamment sur la politique mise en place dans les établissements de la santé et de l'action sociale, en tout cas, nous constatons que ce gouvernement ne tire pas les leçons de la crise et non plus ne tire pas les leçons des grandes mobilisations qui ont émané ces dernières années dans notre secteur, puisqu'il s'avère que maintenant, avec la reprise de l'activité dans l'ensemble de la société, on observe que dans nos établissements, avec cette crise pandémique qui baisse, en termes en tout cas de nombre de passages à l'hôpital, les restructurations se mettent malheureusement de nouveau en place. On peut noter que plusieurs établissements sont déjà dans la mobilisation pour dénoncer les restructurations et les fermetures de lits et surtout les pertes d'emplois qui sont assez importantes dans certains établissements. Il y a par exemple des mouvements en psychiatrie au Vinatier. Il y a d'autres établissements qui sont en mouvement comme l'hôpital René Debray il y a quelques jours. Mais il y a aussi dans le secteur privé et même lucratifs, les ponts de chaume qui sont aussi mobilisés puisqu'on leur annonce des fermetures de services et la perte de 15 emplois déjà identifiés. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a en tout cas la poursuite de la politique déjà avant la crise sanitaire, notamment de restructuration des établissements dans le cadre des groupements hospitaliers, qui a été pour partie suspendu pendant la crise sanitaire, mais qui redémarre de plus belle. Et c'est pourquoi nous mobilisons la CGT avec le personnel pour déjà dénoncer finalement la situation et surtout un gouvernement qui fait des annonces, communique en disant que finalement il faut remercier et saluer le personnel de la fonction publique hospitalière, mais plus largement des établissements qui ont beaucoup donné pendant cette crise, mais dans la réalité, il ne tient pas compte, en tout cas des revendications que les organisations syndicales portent, dont la CGT avec les salariés, justement d'arrêter toutes les restructurations en cours pour aborder la question de l'évolution, en tout cas, que nous, on veut voir en termes d'ouverture de structures, justement, et de l'évolution, notamment des lits aussi de réanimation qui nous ont fait beaucoup défaut dans la période. Il a été annoncé il y a quelques jours l'ouverture d'un plan qui s'appelle le Ségur de la santé. Ce que nous pouvons déjà déplorer, c'est qu'une fois de plus, le gouvernement communique à travers la presse deux possibilités d'ouverture de discussion sur différents sujets, d'ailleurs dont aujourd'hui nous ne connaissons même pas le contenu. Donc il faut déjà déplorer qu'une fois de plus, le gouvernement utilise la presse pour communiquer
décidé et annoncé des discussions dont on ne connaît ni le périmètre ni finalement les acteurs qui vont réellement être concernés. Cela va se traduire par une grande journée où sont invités les organisations syndicales et d'autres acteurs de ce secteur par une vidéoconférence tenue par le Premier ministre qui devrait annoncer l'ouverture de concertations. Mais bien sûr, nous voulons que ça soit de réelles négociations. Et pour l'instant, nous sommes très inquiets puisque quand on entend les propos notamment du ministre des Solidarités et de la Santé, qui associe la question salariale avec la remise en cause des 35 heures, pour nous déjà, ces indicateurs nous font dire qu'il va y avoir forcément de la part de ce gouvernement des demandes de contrepartie. Et ça, c'est des éléments qui pour nous sont inacceptables, notamment sur la question de la remise en cause des 35 heures. En tout cas, nous, à la CGT, nous considérons qu'il y a des priorités dans la période et la priorité, en tout cas, revendiquée avec les personnels, c'est effectivement reconsidérer la question salariale et la valorisation, justement, des salaires de l'ensemble de nos professionnels, mais derrière aussi l'ouverture de négociations sur un réel plan de formation de professionnels, ensuite le recrutement de professionnels pour augmenter les effectifs et bien sûr il y a la question aussi du financement de la sécurité sociale et des établissements qu'il faut revoir, notamment la tarification à l'acte. Ensuite, il y a une demande aussi très importante que j'ai déjà réaffirmée tout à l'heure, c'est l'arrêt des restructurations en cours. Et derrière ça, il y a aussi la nécessité de discuter des conditions de travail des salariés, l'articulation entre leur vie professionnelle et familiale, et bien sûr aussi la question de la pénibilité de nos métiers et du départ anticipé à la retraite. Ce que nous demandons justement, c'est que ce gouvernement réaffirme que le socle principal est l'hôpital public et le secteur public en général, et qu'à ce titre-là, il faut justement revoir et redévelopper la fonction publique dans son ensemble et surtout la fonction publique hospitalière. Le plus important pour nous, c'est le contenu de ces négociations. Ça nous semble le plus important. Bien sûr, nous pouvons considérer que cette annonce fait déjà forcément polémique, puisque ça questionne beaucoup sur le choix qui a été opéré. En tout cas, pour la CGT, ce qui est le plus important et pour le personnel, c'est le contenu des discussions qui vont être amorcées les prochaines semaines, son calendrier. Et nous pensons effectivement que la question de son pilotage est certes importante, mais qu'elle ne doit pas cacher et elle ne doit pas faire l'objet de politiques qui justement ne discuteraient pas du fond du dossier. Il faut absolument que la mobilisation se poursuive. Nous avons, avec d'autres organisations syndicales et collectifs, dans l'unité, décidé de construire cette mobilisation qui se traduit par des mobilisations hebdomadaires, notamment les mardis de la colère, pour que le personnel puisse se rendre visible, discuter avec les usagers de la nécessité de négociations sur leurs revendications. Et donc, cela se traduira par des initiatives visibles dans tous les établissements qui se mobiliseront sur ces questions. Et de plus, il est déjà annoncé une journée d'action nationale pour le 16 juin qui devrait se traduire aussi par, cette fois-ci, un mouvement dans l'ensemble du territoire avec nos syndicats, avec aussi les salariés de notre secteur, mais plus largement aussi en invitant la population à nous rejoindre sur cette mobilisation dont le périmètre pour l'instant n'est pas totalement arrêté, puisqu'il faut aussi tenir compte de la situation de crise sanitaire et des possibilités de rassemblement ou pas dans la période du 16. Pour terminer cette deuxième émission, une petite vidéo assez courte sur la sensibilisation, sur le fait de vous sensibiliser donc à l'adhésion et en particulier à l'adhésion CGT. Donc je vous dis à la semaine prochaine, merci pour nous avoir suivis tout au long de cette deuxième émission.